bienvenue pour nous press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 du Prime Minister's Office. Et comme d'habitude, moi pour donner un petit survol sur la situation dans le monde. Au niveau du COVID-19, nous finissons dépasse les 31 millions de cas, avec en termes de décès, internationalement, il arrive 965 000 environ. Dans la région, au niveau de la Réunion, le nombre de cas, il arrive 3194 cas, avec, en termes de décès, 15 cas. Madagascar, 16 053, avec 223 décès. Et Seychelles, 141 cas. L'Afrique du Sud, très touchée aussi, 661 211, avec 15 953 décès. À Maurice, le chiffre dans le week-end il reste stable. Nous connaissons 367 cas de COVID-19 et dont 127 cas importés dans une bonne quarantaine. Et jusqu'à maintenant, depuis le 26 avril, tout le cas positif qui nous fait gagner et il concerne seulement les qui finissent rentrer le vol de rapatriement et qui nous trouve positif le test qui nous faire. Donc nous sommes toujours dans la même configuration. L'élément nouveau depuis ce week-end-là et depuis que nous finissons faire le dernier press briefing, c'est que, comment le gouvernement a annoncé, la plateforme de réservation qui finit mettre en place par la MTPA pour qui ban Jimoun capable retourne Maurice, la plateforme opérationnelle donc depuis le 20, depuis hier, et depuis hier soir jusqu'à 1h30 aujourd'hui, nous, plateforme, finit enregistrer 86 réservations confirmées, et ce n'est pas tellement le nombre qui m'ont peut dire qui est important, mais c'est surtout le fait que la plateforme est fonctionnelle, et nous avons PCRVLI, et nous avons commence réserve de vol, et l'hôtel pour venir faire cette quarantaine à Maurice à partir du 1er octobre. Nous sommes capables, au fil de la semaine, de donner un petit peu plus de détails la composition de ce groupe de monde qui peut venir là. Est-ce que c'est un Mauricien? Est-ce qu'il y a un hardship case? Est-ce qu'il y a un monde qui peut venir travailler? Est-ce que c'est des gens qui peuvent venir faire un séjour prolongé, des étrangers qui peuvent venir faire un séjour prolongé? Et dans la semaine, nous sommes capables, la MTPA, pour fournir nous plus de détails. Toujours concernant la plateforme, donc je rappelle le public que l'offre concerne, il y a 3 hôtels 5 étoiles qui expriment l'intérêt pour accueillir des personnes en quarantaine, 8 hôtels 4 étoiles et 6 l'hôtel 3 étoiles. Jusqu'à maintenant, c'est l'hôtel 3 étoiles qui connaît le plus de réservations. Et bien sûr, la MTPA, le ministère du Tourisme, continue, travaille les autres formules pour faire les autres types d'hôtels, inclure dans l'hôtel qui peut faire quarantaine là. Donc, les négociations sont toujours en cours. Concernant Manvol, donc, les gens qui finissent consulter la plateforme finissent remarquer que Air Mauritius propose 2 vols sur Paris par semaine et dépendant de la demande, il est possible qu'il y ait les deux vols capables pour étendre, pour desservir Londres aussi. Mais il peut dépendre la demande, comment il peut être. Bien sûr, ça aussi, au courant de la semaine, pour donner une mise à jour. Un vol sur la Réunion par semaine, les lundis, et un vol de Emirates à Dubaï. Donc, ce qui fait que nous connectivité à partir du 1er octobre pour augmenter et pour permettre nous, Maurice, connecter avec beaucoup de pays dans le monde, avec Paris qui est un hub européen et avec Dubaï qui est un hub international, il est possible pour beaucoup de monde capable de transit par ces deux hubs là et venir Maurice.
nous rappelle le public que l'Inde, au niveau de l'Inde, les frontières sont toujours fermées, et ainsi qu'au niveau de l'Afrique du Sud. On dit ça des pays-là parce qu'habituellement, on a un trafic aérien qui est très important entre ces pays-là, mais là, pour le moment, il n'est pas possible puisque les frontières sont fermées. Autre développement important, développement de taille, il y a des gens qui finissent consulter le site pour remarquer que les frais médicaux concernant un test que vous avez fait, gratuit pour les Mauriciens. Donc le gouvernement peut prendre en charge les frais de test, les frais médicaux, les frais d'encadrement médical de la quarantaine. Le gouvernement peut prendre ça en charge. C'est un chiffre de 13 500 roupies qui va un étranger vous a payé et qui pour les Mauriciens est gratuit. Comme je dit la semaine dernière, les hardship cases nous demandent, tout le monde qui sont en détresse pour une raison ou une autre, et tout le monde qui est en détresse nous demande d'enregistrer avec le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement, pas insensible, le gouvernement peut suivre la situation de près et le gouvernement peut travailler vers une solution pour travailler vers une formule pour apporter une solution à ces gens qui dans une situation de détresse à l'étranger, nous, nos compatriotes. Concernant les gens qui fait traitement à l'étranger, l'offre du ministère de la Santé, bien sûr, les frais de quarantaine seront pris en charge par le ministère de la Santé. Et en plus de ça, comme on dit la semaine dernière, le scheme de prêt de l'ASBM est toujours d'actualité. Donc, les gens sont capables de prendre un loan avec l'ASBM à un taux préférentiel de 3% qu'ils ont pour rembourser sur une durée de 2 à 3 ans. Et le ministère des Finances puis approche les autres de la banque pour qu'ils soient capables de rentrer dans ce scheme-là par solidarité aussi. Donc ça, c'était les deux thèmes, l'actualité autour du Covid-19 dans le monde, à Maurice, et surtout, je tiens pour update la population concernant la plateforme de la MTPA qui est opérationnelle. Et donc, je pourrai apporter beaucoup plus de renseignements au courant de la semaine. Je vous passe la parole au docteur Go pour qu'il cause un petit peu le protocole qui finit mettre en place, un dispositif qui nous finit mettre en place pour faire en sorte que sa prochaine phase qui nous peut démarrer à partir du 1er octobre il y a un succès et que la sécurité sanitaire les reste une priorité et les cause aussi le preparedness plan du ministère de la Santé par rapport à sa nouvelle phase là que si dans l'éventualité nous gagnons une résurgence ou nous gagnons un nouveau cas qui va un moyen nous prêts pour déployer pour faire en sorte qu'ils nous pas gagnent une situation comme les autres pays comme les Maldives, la Réunion et les autres pays qui dans un petit peu même situation que nous, un pays insulaire, l'île, il y a beaucoup de circulation internationale et donc nous peut servir ça va un exemple là pour nous faire en sorte que même situation pas arriver côté nous. On passe la parole au docteur Gou. Merci, Dr Joumaï. Alors, je vais essentiellement vous parler de deux points. Un premier point sur lequel nous voudrions insister, ce sont les quarantaines. En effet, Maurice, comme vous le savez, a réussi, je dirais, l'exploit très rare au niveau international de vaincre en 39 jours la première vague, que moi j'appellerais même pas une première vague parce qu'on n'a pas eu quelque chose qui nous a submergés comme une vague, mais on a eu une circulation épidémique grâce à l'ensemble des mesures qui ont été mises en place. Il se trouve que je pense que les gens qui sont en quarantaine, nous avons eu quelques exemples cette semaine, ne sont pas tous prêts à respecter scrupuleusement la quarantaine. Donc, ils mettent en péril l'ensemble des efforts qui sont faits depuis le début, la somme de travail et les résultats. Si les personnes enfreignent les lois de la quarantaine et sortent de leur chambre, c'est tout un pays qu'ils mettent en danger, en dehors d'eux-mêmes, car ils peuvent se contaminer s'il y a une personne positive. Je voudrais rappeler qu'il y a une quarantaine acte et que si les gens enfreignent les règles de quarantaine, ils vont se retrouver dans un centre de détention. Je voudrais que ce soit bien clair parce qu'il y a une certaine légèreté dans certains cas.
Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Il en va de la sécurité sanitaire de l'ensemble de Maurice. Ça, c'est un point important à rappeler. Donc le deuxième point, je vais vous présenter rapidement le Preparedness Plan et nous pourrons répondre à vos questions si vous le souhaitez en cas de deuxième circulation virale. Alors, je vous dis bien que nous ne nous attendons pas à une deuxième circulation virale. Le fait de préparer un plan, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Vous comprenez bien que la responsabilité d'un pays, c'est de tout envisager et d'être prêt au cas où. Pour l'instant, nous ne changeons absolument pas notre système de quatorzaine. Simplement, il y a un certain nombre de personnels de santé qui vont être remplacés par du personnel hôtelier avec un minimum de risques auxquels ils pourraient être confrontés, mais des gens qui sont parfaitement entraînés. Et à mon avis, s'ils font bien les choses, il n'y a aucun risque qu'ils se contaminent. Je rappelle que dans nos quarantaines, avec les milliers de personnes que nous avons eu 0 staff médical infecté. C'est donc que les protocoles sont bien sûrs et que les choses sont bien faites. Donc, dans ce Preparedness Plan, nous envisageons que, d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas comment, il y a une deuxième circulation virale. Alors, dans ce cas-là, eh bien, il y a un certain nombre de choses à faire. D'abord, la gouvernance. Donc, bien sûr, le High Level Committee serait à nouveau quotidien, si c'était le cas. Et vous savez que l'intérêt du High Level Committee, c'est que c'est présidé par le Premier ministre, donc au plus haut niveau, et que ça permet l'échange d'informations, la revue systématique des challenges et des décisions à prendre, et ça permet la coordination, le planning et le management de la crise. Ce High Level Committee a largement fait la preuve de son efficacité. Il était bien sûr quotidien, y compris les week-ends et jours fériés, lorsque nous étions en crise, et il fonctionnerait exactement de la même façon. Bien sûr, notre comité de communication serait également réactivé, et de même le CDCU, c'est-à-dire le Communicable Disease Control Unit du ministère de la Santé, qui est le bras effectif des actions, qui fait le point tous les jours sur où est-ce qu'on en est de l'épidémie localement et de façon internationale, qui surveille les points d'entrée, qui est responsable des Rapid Response Teams, de la réponse au niveau également du contact tracing. Eh bien, ce CDCU, bien sûr, serait au maximum de son efficacité. Du point de vue de la communication, je vais passer rapidement. Il y a d'abord prévu dans les jours qui viennent là un nouveau plan de communication pour redire aux gens l'importance des gestes barrières, pour rappeler si on a de la fièvre ce qu'il faut faire, pour rappeler les règles, également la législation. Et puis également ce que nous faisons avec les frontliners, c'est-à-dire leur faire des formations. Et les formations initiales vont être suivies de formations de rafraîchissement, parce que nous avons remarqué bien sûr qu'au début, les gens font très attention, on leur a enseigné, ils ont presque peur. Et puis ensuite, bon, c'est banalisé, ils ont tendance à se relâcher, donc c'est extrêmement important. Donc nos mots-clés de la communication, ce serait informer, éduquer à nouveau, rassurer et alerter. C'est-à-dire qu'il faut à la fois dire quels sont les dangers et en même temps ne pas aggraver les choses, ne pas faire de dramatisation, puisque cette épidémie, en fait, elle est quand même assez peu mortelle, je le rappelle, hein, et elle touche surtout des catégories à risque. Donc, à la fois, il faut alerter, prendre toutes nos précautions et en même temps ne pas dire des choses qui font peur à la population. Ou en tout cas trop peur de façon excessive. Et puis si jamais il y avait à nouveau des cas qui circulaient dans la communauté, eh bien sûr, donc, on ferait tous les jours un point avec le National Communication Committee, mais en réduisant le nombre de journalistes, on vous le dit tout de suite, on referait une campagne de sensibilisation, et puis on réactiverait tout ce qui est digital, et on aurait également une collaboration avec le secteur privé pour un certain nombre de plans de communication. Au niveau maintenant prévention. Alors la prévention, il y a une petite nouveauté. Vous savez, il y a une médecine qu'on appelle la médecine communautaire. Qu'est-ce que c'est que la médecine communautaire? C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps à Maurice, qui existait beaucoup du temps où il y avait le paludisme, et puis qui maintenant s'occupe moins de tout ce qui est maladies infectieuses, mais qu'on a réactivé pour les maladies infectieuses. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens de la communauté, donc des habitants d'un quartier, d'un village, qui sont un peu les messagers de la santé au niveau de leur village. Ce ne sont pas des professionnels de santé, hein. Ce sont des gens qui, dans leur quartier, vont répéter les bons messages en voyant en pratique ce que font les habitants, vont pouvoir alerter plus vite si quelqu'un est malade, dire attention, est-ce que ça pourrait pas être la dengue, le Covid, etc. Et qui vont donc avoir un rôle de relais et un rôle d'adressage vers les systèmes de santé. Donc,
Je vous informe qu'il y a deux formations ont eu lieu en mars et en juin 2020 avec 450 officiers de différents ministères qui incluent des officiers, etc., qui ont fait des formations, donc une formation de formateurs. Ensuite, la surveillance des points d'entrée, là, il n'y a pas grand-chose qui a changé, enfin, sauf qu'il y a un laboratoire à l'aéroport. Donc, bien sûr, à l'aéroport, là, vous connaissez très bien, donc les gens sont accueillis. Maintenant, ils ont un test qui se fait à l'aéroport même. Et très prochainement, nous ouvrirons donc ce laboratoire de l'aéroport dont les capacités peuvent aller jusqu'à 1000 tests par jour. Je rappelle que le laboratoire central également peut faire environ 1000 tests par jour, ce qui nous fait une grande capacité de tests. Pour le port, rien de très nouveau. Vous savez quel est le protocole. Donc les navires qui arrivent doivent rester en mer pendant 14 jours sans qu'il y ait de changement d'équipage, sans qu'il y ait d'escale. Donc 14 jours avec uniquement le même équipage. Et à ce moment-là, ils ont droit d'aborder le port. On leur fait un test PCR et en fonction du résultat, on leur donne ou non l'autorisation de débarquer. Sur les centres de quarantaine, là je crois également que vous êtes très au courant. Donc simplement pour ce qui est de l'hôtellerie et de la restauration, ce sera le staff des hôtels qui seront responsables. Mais dans chaque centre de quarantaine, il y aura un médecin et un infirmier ou une infirmière. Et ce sera le médecin qui sera en charge de diriger ce centre de quarantaine. Mais ce sera l'hôtel qui sera responsable également de la sécurité interne à l'hôtel, tandis que les Coast Guard et où les policiers seront responsables, eux, de la surveillance de la périphérie de l'hôtel pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre la population générale et la population qui est en quarantaine. Ensuite, surveillance, rapide response team et l'investigation des cas. Bon, là-dedans, il n'y a pas grand-chose de changé. C'est quelque chose qui a très bien marché. Donc, voilà, je passe sur tout ce qui est le contact tracing et tout ça. Je rappelle que dans les institutions, il y aura également, c'est-à-dire dans les institutions médicales, il va y avoir une surveillance avec, pour les cas suspects de Covid, mettons un patient est hospitalisé, il est suspect de Covid, donc il aura un test PCR, il y aura dans chacun des 5 hôpitaux régionaux une isolation ward dans lequel les gens vont attendre leurs résultats, ou alors si on a des gens en quarantaine qui ont des maladies particulières, qui ne sont pas positifs, mais qui, par exemple, un passager est en quarantaine, il ne va pas bien, il présente une urgence chirurgicale, il s'est cassé quelque chose ou je ne sais pas quoi, il va dans l'isolation ward et on le prend en charge comme ça. Et puis, je rappelle qu'il y a une hotline. La hotline, vous vous souvenez, on l'avait activée lors de la première circulation virale. Elle n'a jamais été inactivée. Elle existe encore, mais bien sûr, on lui donnera une force supplémentaire. On mettra à disposition à nouveau plus de docteurs. Et puis, cette hotline sera le point central pour activer les Rapid Response Teams qui iront donc vers les patients suspects dans la communauté. Et il y aura jusqu'à 25 possibilités de Active Response Teams, c'est-à-dire que nous avons, vous savez, 5 régions sanitaires. Et dans 5 régions, il pourrait y avoir 5 équipes. Donc, on s'est organisé de cette façon-là si vraiment il y avait une très grande épidémie. Ensuite, le contact tracing, j'ai dit que je passais, parce que ça va être exactement la même chose. L'aéroport, je vous ai dit qu'il y aurait donc des tests qui seront effectués. L'organisation logistique, vous savez que le ministère de la Santé s'est lancé dans un grand exercice où nous avons inventorié complètement tous nos stocks et que nous avons fait en fonction des différentes possibilités. On a mis une petite épidémie, une épidémie moyenne, une grande épidémie. On a fait des projections sur ce dont nous aurions besoin. Selon les recommandations de l'OMS, nous avons regroupé dans un seul endroit l'ensemble de tout ce qui concerne les besoins liés au Covid, parce qu'avant c'était dans plusieurs hangars différents, donc là on est très clair sur ce que nous avons et notre gestion. Et aussi on s'est appliqué à faire un exercice très important, c'est connaître nos stocks pour l'ensemble des autres pathologies. Par exemple, l'insuline, est-ce qu'on aurait de l'insuline suffisamment, ou les médicaments pour le cancer, certains médicaments rares qui ne sont pas en quantité forcément très importante, eh bien nous avons fait cet exercice. Je vous ai dit la dernière fois que le ministère de la Santé a décidé d'adhérer à une plateforme qui s'appelle le COVID-19 Supply Platform, donc de l'OMS. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme? C'est quelque chose de très intéressant. En fait, sur cette plateforme, les pays qui y ont adhéré, on va dire, ou qui se sont inscrits, je ne sais pas quel est le terme exact, vont pouvoir commander
des choses spécifiques au Covid, par exemple des PPI ou des réactifs, des PCR, etc., un certain nombre qui lui semblent nécessaires. Donc l'OMS a une espèce de grosse centrale d'achat et c'est elle qui a négocié les prix qui s'occupent de tout ça, donc ça allège un peu le travail du ministère. Et si on n'a pas besoin de cela, si notre prévision est un peu excessive, on peut annuler la commande sans aucun frais. Donc c'est très bien parce qu'au niveau de la gestion économique aussi et de la gestion de ce dont nous avons besoin, c'est un plus par rapport à ce que nous pouvions faire précédemment. Ensuite, très très important, l'organisation vraiment qui fait que nous aurons une très bonne réponse thérapeutique pour également les autres pathologies. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du tout risquer que les gens qui vont faire des infarctus ou les gens qui ont une maladie chronique mais qui se déstabilisent risquent quelque chose parce qu'on est obsédé par la Covid et il peut y avoir des morts de la Covid qui soient des morts secondaires. C'est-à-dire on est tellement obsédé par soigner la Covid et on n'accueille plus de patients à l'hôpital que les gens vont mourir d'autres choses. Et ça, on peut l'attribuer d'une certaine façon à la crise Covid. Donc nous, on ne veut surtout pas qu'il y ait ça. Et nous avons décidé donc de bien également nous occuper de cette partie des choses et même dans notre façon de gérer la crise. Alors, en ce qui concerne spécifiquement le Covid, donc en phase 1, donc en épidémie modérée, donc on mettrait tous les patients au New NT Hospital, on aurait 60 places pour les patients non réanimatoires et 20 patients possibles en réanimation. INT est un hôpital qui a beaucoup d'avantages. Pourquoi ? Parce que c'est un hôpital moderne, très bien équipé. C'est un hôpital qui est très central de là où il est situé. Et c'est un hôpital qui est complètement équipé partout de prises. Vous voyez, c'est des choses bêtes, c'est des détails, mais c'est très important. De prises pour pouvoir mettre l'appareil, le ventilateur, et puis tous les pouces-seringues, tout ce dont on a besoin pour faire de la réanimation efficace. Donc, et puis aussi, INT a un scanner, et il est très important d'avoir un hôpital avec un scanner qui fonctionne bien pour faire les scanners pulmonaires, pour vérifier dans quel état sont les gens. Donc c'est vraiment un hôpital de choix. En phase 2, épidémie de gravité moyenne. Alors là, le nouvel INT ne prendrait que des patients de réanimation, toujours 20, mais également tous les patients qui sont des patients à risque, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'oxygène, et puis ceux qui ont des gros risques, par exemple les gens qui sont obèses, qui ont des comorbidités ou qui sont très âgés. Ceux-là, on sait qu'ils ont un risque de se décompenser, d'avoir besoin de gestes réanimatoires rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est parfois en 12 heures. Les gens peuvent aller très bien et 12 heures après, ils ont besoin d'être intubés. C'est une particularité de cette maladie. Donc là, ils sont tous là, à côté dans le centre de réanimation. Et les patients qui sont asymptomatiques et qui vont bien et qui n'ont pas de facteur de risque iraient, comme on l'a fait précédemment, dans des hôtels et nous aurions 130 places. On a déjà fait notre plan. Et puis en phase 3, donc l'épidémie très sévère. L'épidémie très sévère, donc INT serait à 100% un hôpital où il y aurait uniquement de la réanimation. À ce moment-là, dans cette configuration, nous aurions 400 lits de réanimation. Et si nous sommes dépassés par ces 400 lits de réanimation, je rappelle qu'au maximum de la dernière épidémie, nous avons eu que 4 patients ensemble en réanimation. Donc on en est très loin. Alors on fait des prévisions comme si. Et donc, si jamais notre capacité était dépassée, on reprendrait les 14 lits de la réanimation de chirurgie cardiaque de l'hôpital de Victoria, ce qui nous amènerait à 61 lits de réanimation. Pourquoi ce lieu-là ? Parce qu'il est très bien agencé, qu'en plus, c'est un peu à l'écart des autres bâtiments. Voilà. Et dans ce cas-là, donc les patients avec facteur de risque important iraient à l'hôpital de Souillac, qui possède des possibilités de réanimation. Donc c'est pas qu'on réanimerait les gens là-bas, mais si jamais un patient se décompensait rapidement, il pourrait être intubé et ventilé là-bas en attendant qu'il vienne à INT avec le SAMU. Donc c'est des patients qui ne risqueraient rien en fait du point de vue vital parce qu'ils sont dans le bon endroit. Et puis on pourrait augmenter les places dans les hôtels pour arriver jusqu'à 240 places. Donc en résumé, on a prévu des capacités maximales très larges, 61 lits de réanimation, 40 lits pour les patients instables et 240 lits pour les patients asymptomatiques. Et puis donc, on a également prévu, en fonction de la gravité de l'épidémie, la conduite à tenir pour les autres pathologies. En phase 1, modérée, tout le monde est à INT, donc tous les autres hôpitaux peuvent fonctionner normalement, donc on ne change rien, mais on se prépare pour la deuxième phase. La deuxième phase, on diminuerait les activités cliniques habituelles de 20%, de façon à pouvoir libérer du personnel pour aller combattre la Covid. Dans ce cas-là,
on déprogrammerait des activités comme par exemple des consultations non urgentes. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour des consultations de maladies chroniques bien équilibrées. Bon, ceux-là, peuvent sauter 1 ou 2 consultations. Et puis, on déprogrammerait un certain nombre d'interventions chirurgicales non urgentes. Mais on n'arrête pas quand même de prendre en charge toutes les personnes, c'est-à-dire, bien sûr, alors les services d'urgence, la maternité, les urgences pédiatriques, tout ça, ça fonctionne. Mais si jamais il y a des maladies chroniques qui sont déstabilisées, on dit bien aux patients de venir, de ne pas rester à la maison. Et les consultations en face-to-face se feront quand même, hein. Ça, c'est très, très important. Et dernier point, donc, en phase 3, si c'est une épidémie très sévère, on réduirait les capacités, enfin, on diminuerait les capacités d'accueil de 40%. Et là, on ferait surtout les grandes urgences. Et dans ces grandes urgences, on considère aussi que les maladies chroniques déséquilibrées constitueraient des urgences. C'est-à-dire, on ne les fait pas attendre chez elles. Et on activerait les téléconsultations. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour que les gens ne restent pas, avec les maladies chroniques, ne restent pas trop longtemps sans avoir une consultation. Et également, on demanderait aux médecins de faire des ordonnances plus longues pour qu'il n'y ait pas de problème sur le fait que les gens aient leurs médicaments pour leurs maladies chroniques, car dans certaines maladies chroniques, évidemment, c'est un problème que de s'arrêter. Par exemple, si on a une hypertension, on arrête son traitement, au bout de quelques jours, on a des poussées hypertensives et il peut y avoir des conséquences graves. On ferait également attention à ce que la distribution de méthadone, par exemple, se fasse tout à fait normalement, malgré la situation. Bon, ce sont les grandes lignes. Je m'arrête là. Et je ne sais pas, on a plein de questions, non? Ouais. Merci, Dr. Go. Il nous a bien expliqué que surtout nous apporte au public, à la population, l'information importante, c'est que dans n'importe quelle éventualité, s'il y a un problème par rapport au fait que l'augmentation, prenez une augmentation du trafic aérien, prenez une augmentation du nombre de personnes qui peuvent à l'étranger, et nous connaissons dans un pays qui est bien affecté, pour Ville-Maurice, si il y a une résurgence, nous, au niveau du ministère de la Santé, nous faisons pareil, avec l'expérience qui nous a, avec moyens qui nous finissent, moyens en termes d'équipement qui nous finissent à acquérir et moyens en termes de ressources humaines, nous pourrions déployer tout ça, moyens là. Donc ça, c'est un point important. Et pour arrêter là, et je donne la parole, passe à une question concernant un thème qui nous fait aborder, la situation de Covid. Donc, moi, nous connaissons à Maurice, nous à 367 cas de Covid-19 et la situation n'a pas fini de bouger depuis dans le week-end. Et s'il y a une bonne question, nous prêt pour répondre concernant la plateforme et la phase qui nous peut aborder à partir du 1er octobre. Voilà. Le dernier cas que nous recensé, c'est un patient de 36 ans qui sortit de l'Arabie Saoudite. Oui. Selon un audiopreneur qui, à ce qui paraît, c'est un bandit qui s'avait dit, je ne vais pas faire quarantaine. Est-ce qu'il va vous faire en fait, je finis faire quarantaine, mais je séjour fin extrêmement courte et je suis programmé pour faire une site visite qui fait faire dans les mêmes conditions que tout un expert qui fait venir pour le Wakasho. Je finis faire ça dans les mêmes conditions sanitaires et pas fin prendre aucun risque et dès que je visite, il finit, je finis aller. Donc en fait, je finis observer une quarantaine pendant ce séjour. Donc, je vais faire site visite dans les mêmes conditions et je vais faire une conférence par visioconférence. Donc, je ne vais pas finir en contact avec un contact physique direct avec la population. Et je te finis quitte Maurice pratiquement, y compris le patient, pratiquement 24 heures. Je finis faire 24 heures Maurice. Oui. Environ. Hein. Un petit peu plus. Ouais. Ben, je ne viens pas un jour, je ne fais un jour. Donc après, je retourne en Arabie Saoudite. Donc en fait, je visite même, les viennent pour ça. Coup de durée là. Oui. Donc en fait, pour un patient mauricien, et qui va un frais médicaux qui est dans une quarantaine, premièrement, une quarantaine, c'est un jeune côté d'une surveillance médicale. Il y a la présence d'un médecin, il y a la présence d'un infirmier, infirmière,
Et aussi, nous faisons un test. Quand on arrive à l'aéroport, il y a un test qui fait à 7e jour. Il y a un test avant, patient là quitte quarantaine, fait un test pour assurer qu'il n'est pas infecté. Tout ça, il y a un coût que le gouvernement peut prendre en charge pour les Mauriciens. Mais de toute façon, tout le monde qui est en quarantaine, si les Mauriciens, le gouvernement pour payer. Donc, c'est en fait, vous pouvez faire confusion entre les patients qui peuvent venir pour traitement médical. Là, nous pouvons dire non. Tout Mauricien qui peut retourner, même il y a un Mauricien établi à l'étranger, il peut venir faire vacances Maurice, mais vu qu'il y a un Mauricien, ça frais médicaux liés à la quarantaine là, le gouvernement peut prendre en charge. Oui. Tout le monde, voilà, moi je comprends la question maintenant. Donc tout le monde qui voyage lié à un déplacement médical, donc par exemple si un enfant il a fait un traitement quelque part, le frais gouvernement, et ses parents sont accompagnés, bien sûr que le gouvernement peut prendre en charge les frais de quarantaine pour la personne et les accompagnants, l'accompagnant principal. Bien sûr. Frais de quarantaine, nous avons le frais médical, comment on finit dire, puis le frais de l'hébergement qui comprend le fait qu'il peut résider dans l'endroit, puis les frais de consommation, parce que on a besoin de manger, la quarantaine, ça c'est un frais qui, habituellement, en fait, on a besoin de payer. Donc, moi, je dis dans une précédente conférence de presse qu'il y a une possibilité, regroupement familial, il y a une chambre double, une couple qui a resté, donc les frais viennent partager, et pour les enfants, les frais sont différents. Par exemple, un enfant moins de 5 ans, il paye un frais. Donc, l'hôtel pas paye facture les enfants de moins de 5 ans, et entre 5 et 14 ans, les 850 roupies par enfant par jour. Donc, voilà. D'accord, mais combien d'hôtels à ce stade? On a dit, donc, non, au niveau 3 étoiles, il y en a 6 l'hôtel, 4 étoiles, il y en a 8 l'hôtel, et 5 étoiles, il y en a 3 l'hôtel qui déjà sur le site de réservation. Et le gouvernement et le ministère du Tourisme continuent de travailler avec l'hôtel pour gagner une formule. Vous avez compris qu'il y a l'hôtel, pas environ de sa formule-là parce qu'ils ne peuvent pas un risque. Je peux mettre eux-mêmes en opération et il est possible qu'ils ne pas pour gagner une réservation. Donc c'est un risque pour eux qui fait qu'ils peuvent un peu réticents, ils n'ont pas coopérer. Et il y a un groupe qui peut montrer, faire preuve de solidarité ici. Dedans, nous avons salué eux. D'accord, mais sur le site de la MTPA, le président, il y en avait plus que 85 qui confirmaient. Donc, il y a beaucoup de visites, mais à 1h30, le chiffre qui m'a gagné, c'est 86 réservations confirmées payées. D'accord, vous connaissez un peu plus un Mauricien ou plus un étranger? Une petite dialyse, tout à l'heure, un peu prématuré pour moi de nous un pourcentage, enfin. Concernant les billets d'avion, est-ce qu'ils peuvent faire cette réservation-là aussi, les billets d'avion? Je te disais. Cette réservation de billets d'avion, ce sera sur le site de la MTPA ou c'est un autre site que celui-ci a fait la réservation? Donc, en fait, pour capable venir au site MTPA là, ou bien passe sur un site soit à Mauritius, soit à Emirates. Donc, vous prend au billet, là, ou elle prend au. D'abord, réservation des billets, ensuite, oui. Réservation de l'hôtel. Voilà, ou bien d'abord gagner une place sur l'avion, après elle est là où boucle l'hôtel, et non pas l'inverse. Donc, voilà. Est-ce que le laboratoire est déjà actif à l'aéroport? Le laboratoire à l'aéroport actif depuis le 8 septembre. Donc depuis le 8 septembre, le laboratoire commence à faire un test et il a une capacité actuelle à 1000 tests par jour qui pourquoi pas augmenter dans les semaines à venir. Et l'objectif c'est faire 2500 tests par jour. Mais avec le nombre de vols qui nous programmés en ce moment, en fait nous visons à peu près avec 2 vols sur Paris, un vol sur La Réunion, un vol sur Dubaï, c'est environ 1310 personnes par semaine.
Donc, nous en surcapacité si nous comptons en termes de testing. Pour le moment, bien sûr, quand la pression pour augmenter la bonne réservation, et nous faisons provision pour nous capables augmenter la capacité de testing comme on dit. Le nombre d'actifs actuellement, Nombre de cas actifs à ce jour, les 17. 17. Oui. Il y a une patiente qui a des Il y a charges. une patiente qui est sortie. Non, je disais, il y a une patiente qui est sortie, c'est 17. Oui, 17 aujourd'hui. et combien de gens en Quarantaine aujourd'hui, 1837. C'est déjà accessible. C'est une version qui n'est peut-être pas bien mise en page, donc dans très peu de temps, vous allez la voir. En fait, c'est un document interne, nous Oui. pouvons informer la population que On vous le donnera- document est prêt. Voilà, on peut Donc, donner un petit résumé sur une page. Nous ne pourrons pas venir un résumé qui a circulé, mais bon, le plan lui-même, il y a, Enfin, le il y a un plan, c'est plan très extrêmement professionnel. détaillé. Mais on vous avait promis de vous le dire, alors on vous l'a présenté. Ok, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Oui, c'est bon.